un éperon barré, pardon, c'est donc un terme qui est utilisé uniquement par les archéologues pour désigner un camp antique et fortifié de hauteur sur une avancée rocheuse qui s'appelle un éperon en français, c'est pour ça que ça s'appelle éperon barré, une avancée rocheuse naturelle à la confluence de deux rivières, ou ce qu'on appelle en langage technique de deux talwegs, qui sont donc ces ruisseaux là, et qui forment un éperon rocheux en surélévation. Le camp fortifié en général, il est fortifié naturellement par les pentes, plus ou moins. Mais surtout, il y a un côté qui est très sensible, c'est le cas de la ville de Langres, par exemple, c'est le côté sud, c'est ce côté-là, où là, on est sur le plateau également, et l'envahisseur peut rentrer directement dans le camp. Donc on va creuser un énorme fossé, et la terre, on la rejette à côté pour faire ce qu'on appelle un talweg, ou un vallum, pour parler techniquement également, qui va faire une double hauteur de défense, c'est-à-dire la hauteur de la profondeur du fossé, plus la hauteur des terres extraites. Vous me suivez bien? Alors on a des systèmes tout à fait simples, c'est le cas le plus simple ici. Alors, diapo suivante. C'est le cas le plus simple, c'est le plateau est barré par un unique rempart en pierre sèche et en terre, le vallum. Les pierres viennent du fossé, alors c'est le cas d'Orquevaux, que vous connaissez, qui n'est pas si loin d'ici. On voit très bien le schéma classique. Donc le vallum, il peut être fait par le creusement du plateau, mais il peut provenir également de matériaux extérieurs, évidemment. Alors ensuite, on a des éperons barrés plus compliqués, c'est la diapo suivante, où on peut avoir 2 fossés et 2 vallums, voire jusqu'à 4. On en connaît qui ont jusqu'à 4. Alors je vous cite 2 cas au Marnais, parce que c'est ce que je connais le mieux. Poisson ici, et l'Ancre sur le Rognon là-bas, avec tout un tas de tumulus qui occupent le plateau. Le rempart lui-même, enfin le plateau lui-même peut être ceinturé également d'une levée de terre et de pierre, ou les deux, par ce qu'on appelle un mur de circonvallation, en pierre sèche, souvent. Évidemment, le ciment n'existait pas autrefois. Alors tous ces remparts étaient surélevés par une superstructure de pieux. Diapo suivante. Voilà, une superstructure. Alors là, je n'ai pas trouvé à l'époque néolithique, c'est un site gallo-romain. Mais enfin, le principe est tout à fait le même. On voit un fossé, on voit une palissade. Et puis le schéma de construction de ces pieux, on le voit très bien ici. On creuse pour faire le vallum. On va creuser des trous pour mettre les poteaux. Et on va ramener la terre contre les poteaux. Et ça nous fait un chemin de ronde très facile à surveiller pour l'extérieur. Alors tout ça, ça fait partie de la défense du site, c'est tout à fait classique, ça existe donc depuis le néolithique moyen, en fait, jusqu'à l'époque romaine. On travaille tout à fait de la même façon, c'est toutes ces époques-là. Des maisons, alors diapo suivante, voilà, on peut avoir des maisons à l'intérieur de l'éperon barré. On peut aussi avoir des structures qui sont contre le rempart, comme à Cons, on va revoir tout à l'heure. Et on peut avoir aussi rien du tout dans l'éperon barré, qui peut servir à différents usages. Alors, photo suivante. Voilà donc l'éperon de Cons, qui vous montre que... Alors, vous voyez, en 4 et 5, par exemple, c'est le néolithique moyen. C'est le début des éperons barrés dans le nord de la Bourgogne, dans le sud de la Champagne et ici. On ne connaît aucun éperon barré qui aurait été fouillé antérieur à l'époque du néolithique moyen. Alors quand je dis néolithique moyen, pour les non-connaisseurs, c'est vers 3000 avant Jésus-Christ. Ça vous donne une échelle assez précise. Sur le même site, on a pu avoir donc un habitat permanent, fortifié, un lieu de marché, un parc à bestiaux, un refuge temporaire. Enfin, ça a servi à plein de choses, les éperons barrés. Et on s'aperçoit ici que depuis l'époque du néolithique moyen, en 3 par exemple, on a le néolithique final. Donc le néolithique final qui réoccupe le site pour recharger le vallum. Et puis comme ça jusqu'au 1 qui sont les gallo-romains qui vont également occuper le site. Ça c'est une fouille qu'a fait Louis Lepage sur le site de la Vergentière à Cons. Cons c'est à côté de Longeau, au sud de Langres. Et c'est un des rares remparts qui a été réellement fouillé et qui nous montre bien que les sites sont réoccupés.
C'est moi qui siffle comme ça? Oui, oui, je sais pas comment ça se fait. En fait, c'est avec l'autre micro, en fait. Ah ouais, bah c'est la lutte des micros. Bon, c'est pas grave, ça va s'arranger. Donc, 3000 ans avant Jésus-Christ, c'est quand même une grande période d'instabilité, d'insécurité. Et c'est le développement marqué des activités, ce qu'on appelle agro-pastoral, qui est un mot un petit peu fourre-tout, puisque ces gens-là vivaient surtout de l'élevage des bêtes et un petit peu d'agriculture. Enfin, c'est le début de l'agriculture. Et puis, on s'aperçoit que beaucoup d'éperons barrés, c'est la fouille qui nous le dit, semblent avoir été abandonnés à la fin du néolithique final pour être occupés aux âges des métaux. Là, on voit très bien cet exemple-là, c'est très parlant. Et puis même au Moyen-Âge, quelquefois, les gens se réfugient sur ces endroits-là. Quand il y a des envahisseurs, hein, je pense aux Hongrois, que vous avez bien connus ici, les Normands qu'on a connus plus à l'ouest. Donc quand les populations sont menacées, elles trouvent un refuge en général temporaire. Hein. Voilà, pour les éperons barrés, je ne sais pas si vous avez des questions, si j'ai été clair ou pas clair. Non. N'hésitez pas. Hein. Ce n'est pas un cours que je vous fais, c'est une discussion, si possible. Bon, on va passer au mode féodal. Voilà. Quand on appelle les modes féodales, c'est ça. Aujourd'hui, on parlerait plutôt de château à motte. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, si des constructions défensives en bois existent avant le Moyen-Âge, je pense aux oppidums gaulois, par exemple, autour de guet, etc., c'est seulement à partir de la fin du IXe siècle, à l'époque des invasions normandes et des Vikings, et hongroises, mais c'est surtout les Normands qui font créer l'événement, qu'apparaissent en Normandie, photo suivante, ces lieux de vie et de défense que sont les châteaux à motte. Alors nous, on dit que c'est des mottes féodales. C'est le terme générique. Hein. Oui, alors on dit motte, château à motte. En fait, vous voyez que la tapisserie de Bayeux, qui date à peu près de 1066, je vous le rappelle, c'est l'invasion de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant vers 1066, la tapisserie est un petit peu postérieure, on est dans la grande époque où on construit des mottes. Mais eux, à l'époque, ils n'appelaient pas ça une motte, ils appelaient ça castra, c'est-à-dire le château. C'est du latin, pas compliqué à traduire. Donc c'est intéressant de voir que dans la seconde féodalité, puisque la première c'est l'époque carolingienne, contre les Normands, nos Normands français, contre les Normands du Nord, les Vikings donc, vont construire rapidement des défenses, parce que pour construire ça, il faut à peu près 2 mois. Ça s'explique aussi, en Normandie, le développement de ces castrats s'explique aussi par le fait que ça a un faible coût de construction. Quand on est dans un régime féodal, il suffit de mettre une trentaine de serfs sur l'opération. Vous les voyez qui travaillent ici avec des pelles, c'est des pelles médiévales. Vous les voyez qui creusent et qui pelletent la terre. Hein. Donc ça, c'est une bêche. C'est une bêche qui sert de pioche. Donc ça, les archéologues connaissent très bien ces outils-là. On voit une vraie pioche ici. Donc ce sont les serfs qui sont au travail. Ça ne coûte pas cher puisque les serfs, ils doivent des corvées. Facile à mettre en œuvre puisque les matériaux, le bois, la terre sont pris sur place, donc très, très facile à transporter, à mettre en œuvre. La construction du château ne requiert pas plus de compétences particulières. Il y a juste besoin de spécialistes du bois, des charpentiers, on verra tout à l'heure, parce que ce n'est pas la motte qui est le plus dur à faire, c'est ce qu'il y a dessus. Alors, diapo suivante, justement. Voilà le travail des charpentiers, qui est un vrai travail de professionnel. Ça peut nécessiter des compétences de menuisier et de charpentier, mais en 2 mois maximum, avec une équipe d'une quinzaine de bûcherons et de charpentiers, on construit tout ça. Donc quand les invasions normandes arrivent en Normandie, on a des centaines de mottes qui se mettent en place dans cette région-là et qui vont s'étendre à toute la Gaule, je dirais, à l'époque, puisque la France n'existe pas encore. Hein. Alors, on a surtout des exemples très intéressants. La diapo suivante, c'est à Joinville. Voilà, une motte de Joinville. Je vous indique exactement où elle est. Elle est impressionnante. Hein, c'est l'ancêtre du château de Joinville. Sénéchal de Champagne, quand même, pas n'importe qui. Alors, on a un texte qui nous dit, par l'abbaye de Montier-en-Der, qui donne l'autorisation au seigneur de Joinville d'aller chercher des fagots dans la forêt de Montier-en-Der. Des fagots pour construire
le castrat de Joinville, la motte. Donc ça, c'est en 1027, ce texte-là. Et puis à Murau, ici même, on a un texte qui nous fait une mention, on va voir tout à l'heure, c'est même un peu plus précis. Le texte est de 971, très précisément, donc on sait que l'éperon barré et la motte de Murau, parce qu'il faut différencier les deux ici. L'éperon barré est bien antérieur à la motte. Contrairement à ce que vous imaginez peut-être, la motte est arrivée sur un site qui était déjà défensif et déjà défendu. Alors, si un jour le vallum de Murau était fouillé, comme à Cons, on s'apercevrait des surcharges probables de ce fameux tas de terre qu'on va voir en photo tout à l'heure. Donc, les châteaux à motte vont se développer très rapidement à partir de la fin du IXe siècle sur le territoire, surtout en zone rurale, et vont coexister avec ces donjons de pierre pendant plusieurs décennies. Photo d'après. Alors, vous voyez que les châteaux à motte en bois sont très fragiles, c'est encore la tapisserie de Bayeux. On voit très bien les attaquants ici, avec des perches enflammées qui mettent le feu aux structures en bois. Le point faible de ce château à motte, c'est justement que c'est en bois. Et comme on maîtrise très bien le feu au IXe siècle, donc l'idée en 50 ans de temps, c'est de remplacer le bois par de la pierre. C'est l'exemple que je vous ai mis là, c'en est un parmi des milliers, j'allais dire, en Charente. Eh bien, la motte est reconstruite entièrement en pierre, du coup, on ne peut plus la brûler aussi facilement. Alors, donc, le château à motte, c'est avant tout une butte en terre et en cailloux artificiels sur laquelle on a ajouté une tour en bois, au moins au départ. Photo suivante. C'est un donjon qui est aussi le cœur du château, puisqu'il sert à la fois de tour de guet, de lieu de vie autonome regroupant le seigneur, sa famille, ses serviteurs, ses gardes, au sein d'un même endroit. C'est enfin le symbole du pouvoir du Seigneur sur les terres alentours. Personne n'a d'habitation aussi haute que ça. Donc c'est un symbole puissant de pouvoir. Entouré d'une enceinte palissée et fossoyée, on pénètre dans cette haute cour, puisque on distingue traditionnellement la haute cour ici de la basse cour où vivent les paysans qui font vivre le châtelain. Le principe de la féodalité, je vais y arriver, c'est que le seigneur est un homme d'armes qui va pouvoir défendre des paysans et les paysans vont pouvoir nourrir la famille seigneuriale. Voilà, c'est un échange de bons procédés, on peut dire. Et puis il y a un troisième acteur qui est le curé ou l'abbaye qui, elle, va soigner les âmes et permettre le salut. Donc le monde féodal, c'est une trilogie, c'est un triangle, c'est quelque chose de très stable puisque chacun apporte aux autres ce que les autres ne peuvent pas produire. Je ne sais pas si je suis clair. Entouré d'une enceinte palissée et fossoyée, on pénètre dans cette haute cour au moyen d'une passerelle qui les enjambe depuis la basse-cour, protégée par une enceinte palissée et fossoyée, c'est le cas ici. Alors des fois, on a une passerelle d'ailleurs qui surplombe cette barrière, là, qui monte directement en plein ciel. Et c'est une passerelle qui est très facile à défendre, puisqu'il suffit de la tirer ou de la mettre par terre pour être protégée au-dessus. Bon, alors dans la basse-cour, on a aussi des lieux de vie, évidemment. C'est là qu'on va trouver une chapelle, par exemple. C'est là qu'on va trouver les serfs qui travaillent les terres. Et des bergeries, des maisons de garde, des granges, des cuisines, des forges, un puits souvent, hein, on a tout ça. Hein. Voilà, maintenant on va parler plus directement de la motte de Murau. Diapo suivante. Alors je ne vous apprends rien puisqu'on est sur place. On est quand même dans une zone frontière, c'est peut-être ça qui est important à souligner. On est vraiment au carrefour de plusieurs diocèses. Ça, c'est très important parce que, en fait, les féodaux, hein, c'est-à-dire les seigneurs qui, à la fin du premier millénaire, ont profité du bazar qu'il y a sur le territoire français, je dis français, hein, c'est une simplification de langage, pour faire le bazar, vont pouvoir s'imposer sur les frontières, surtout sur les frontières, parce que c'est là qu'ils sont le moins surveillés par le pouvoir central. Ici, entre Toul, Saint-Dié et le diocèse de Langres, on est entre le Royaume de France et le Saint-Empire germanique. On ne peut pas trouver meilleure frontière pour se planquer à Murau. Hein? Alors,
le réseau castral est mis en place vers l'an 1000, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est les fameuses mottes, autrement parler, les châteaux à mottes. Intensifié au XIIe et au XIIIe siècle, c'est les châteaux en pierre, dont je viens de parler. Et le maximum de châteaux est construit vers 1250. C'est la fin des constructions, puisqu'après, le système féodal s'organise par le fait du système pyramidal, depuis le roi de France jusqu'aux petits seigneurs locaux. Système de dépendance de l'un vers l'autre. Et diapo suivante, ici, tous les châteaux de la région sont sous l'autorité du comte de Champagne. Donc ça, c'est une image que j'ai apprise de la conférence de Gérard Gugliato, qui vous a parlé au mois d'octobre. Bon, j'aurais pu la faire aussi, mais comme il l'avait faite, ça m'a gagné du temps. On s'aperçoit que tous ces châteaux-là sont sous la dépendance du comte de Champagne. Donc, soit directement les châteaux comtaux, soit directement en fief du comte de Champagne. En fait, ils appartiennent tous à la Champagne, contre le Saint-Empire germanique. C'est une défense. Ici, donc, la vallée de la Sonnelle est contrôlée par 3 châteaux principaux qui sont Rothée, du XIe siècle, La Fauche, même époque, et Bourg-les-Monts. C'est 3 châteaux importants. Bourg-les-Monts n'apparaît pas sur la carte là. Diapo suivante, le château de Murau, que vous voyez ici, reprend les ponts barrés encadrés par un affluent de la Sonnelle. Même principe que sur le schéma classique. On a deux vallées et un éperon, avec des élévations qui apparaissent dessus et qui sont tout à fait au fond de la vallée. Diapo suivante. Alors revoilà le fossé et le vallum, que Gérard Gugliato a appelé talus, c'est sa photo. Moi, c'est la photo que j'ai faite la première fois où on est venu. Il y avait de la feuille. Enfin, on voit très bien le fossé, c'est très 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 marqué encore. Au bout de 1000 ans, on a encore cette configuration qui est en place. C'est quasiment fossilisé. D'où l'intérêt du site qui est remarquable, j'ose le dire. Alors, au niveau historique, c'est là où ça devient vraiment intéressant. On sait qu'à la fin de l'épiscopat de l'évêque de Toul, Gérard, c'est entre 963 et 994, vous le connaissez peut-être, cet évêque de Toul, Gérard. C'est lui qui a fondé, vous savez quoi? Gérardmer. Gérardmer, c'était une ville fondée par l'évêque de Toul, Gérard. Donc c'est un personnage important dans l'histoire de la région. Donc à la fin de l'épiscopat, les seigneurs locaux d'obédience française de Midrevaux, qui est au canton de Coussé, de Pargny, canton de Château, se révoltent. Je vous ai dit, c'est une grande époque de trouble, la fin du premier millénaire. Alors un certain Odalricus, exactement, qui est un noble apparenté à la maison de Rennell, commence en 971 à fortifier l'éperon de Murau en toute illégalité. L'évêque de Toul, Gérard, le fameux évêque Gérard, comprend l'ampleur du danger, il rachète le site, c'est pour ça qu'on a un acte de 971, et il met fin à l'entreprise. C'est intéressant parce qu'on a une date. C'est pas souvent. Les comtes Odalric, est-ce que c'est le même? J'en sais rien, je pense que c'est le même. Et Richard, qui sont des meneurs d'hommes violents à l'époque, sont en constante révolte contre l'évêque de Toul et essayent ensemble de susciter un soulèvement de la population. Odalric a déjà essayé d'agresser la troupe de l'évêque à Manoncourt en Vernois. C'est à côté de Saint-Nicolas-de-Port, pour ceux qui sont de la région. Il y a peut-être un peu là. La légende montre que l'évêque Gérard, impassible en oraison dans l'église, encerclé malgré l'intervention d'Odalric dans le sanctuaire. Odalric brandit son épée dans l'église, ce qui est un sacrilège évidemment. Et selon une autre légende, il est excommunié, se saisit peu après de l'équipage de l'évêque Gérard en voyage dans la Ouèvre et le maintient captif à Mâconcourt. Furieux, il menace de mettre à mort le pontife. Autre sacrilège. Et ces gens, si l'évêque ne rétablit pas son statut de bon chrétien. Sous la menace, évidemment, l'évêque Gérard consent à lever l'excommunication en exigeant la poursuite de la négociation pour ce rachat. Et Odalric, ne respectant aucun accord, il est à nouveau excommunié. À l'époque, c'était la pire punition, l'excommunication. On ne pouvait jamais être enterré en cimetière chrétien, ni gagner son paradis. Donc c'était vraiment quelque chose de très très rare. Et la tradition orale indique que sans embâche, qu'Odalric et Séoir sont finalement massacrés par les soldats du comte de Toul. J'ai trouvé ça sur Wikipédia, vous voyez, c'est quand même important. Donc ce fameux Odalric,
Alors, diapo suivante. C'est toujours les ponts de Murau. Vous voyez, on voit les élévations. C'est impressionnant, hein, les ponts de Murau, quand même. Allez, photo suivante. Voilà donc ce fameux texte de 971, ou Odalric de Mirunwald. Alors, vous voyez, Murau, ça s'appelait Mirunwald, c'est-à-dire la forêt de Mirun. Mirun, c'est un nom de personne qui a sûrement été un peu déformé. Donc c'est très intéressant parce que ça fait rapport à un texte qui doit être aux archives des Vosges, que je ne suis pas allé chercher, mais que ces historiens-là ont connu. Donc, diapo suivante. Alors, sur le plateau au-dessus de l'abbaye, on a deux endroits. On vient de voir en détail l'éperon barré, c'est une chose. Mais 100 mètres plus loin, on a ce qu'on a pris vendredi dernier encore pour un village défensif et fortifié. C'est un quadrilatère d'une centaine de mètres de côté, avec un bâtiment à 2 pièces à l'intérieur, et puis un autre petit bâtiment un petit peu plus loin, et puis des murets en pierre sèche qui délimitent des espaces où il devait y avoir des bestiaux. Enfin, on a l'impression que c'est un village. En fait, ce n'est pas du tout un village. C'est la demeure seigneuriale de ce fameux Odalric, qui a été empêché de continuer ses fortifications. Donc c'est intéressant parce qu'on a... Voilà ce fossé périphérique au village. On a à peu près encore 50 cm d'élévation de murs par endroit, hein. Enfin, pour ceux qui étaient avec nous, c'était très spectaculaire. Et ces vestiges-là, ben, ils ont plus de 1000 ans, puisque je vous ai dit qu'on était quand même en 971. Donc c'est remarquable, même pour nous, chercheurs, ou même les archéologues des Vosges ne connaissent pas le site. On les a interrogés cette semaine, on a fait des recherches tous les jours. Ils ne connaissent pas le site du tout et ils ne connaissent pas sa datation non plus. Mais c'est un très bel exemple pour tout le monde, ça. Alors on va passer à côté au pays voisin, photo suivante, qui est la Fauche. Près sous la Fauche, vous connaissez, hein, c'est pas très loin de chez vous. Alors la Fauche, on a différentes choses qui sont fort intéressantes et que j'ai visitées il y a 2 ans. Alors on a 2 éperons barrés à motte, exactement comme à Murau. Et puis on a 2 éperons barrés voisins, qui sont plus anciens, qui sont sur ces 2 collines-là. Et puis ici on a un plateau avec des fossés tout partout sur les plateaux, qui sont vraiment des endroits qui étaient occupés à la fin de l'époque néolithique, très probablement. Alors, photo suivante. Voilà par exemple le schéma et la photo de la motte qui était la plus au nord sur la photo précédente. Ça fait 7 mètres de haut. C'est encore plus haut qu'à Murau, hein. Et le total des fortifications avec ces 2 fossés que vous voyez ici, ça fait 280 mètres. Donc c'est pas rien. On a vraiment un site qui est absolument incroyable. Donc la Fauche, c'est un chef-lieu de baronnie fondé vers 1158 par un membre de la famille des comtes de Rennell. On est ici sur un territoire, mais Murau également, c'est des descendants de la grande famille de Rennell, dont le château mouvait en fief des sires de Joinville. La famille de Rennell est alliée aux grandes familles de Joinville, des Choiseul et des Bourlémont, évidemment. Et le château de Rennell a été construit, devinez par qui, un certain Odalric. On vient d'en parler, des Odalric, hein. Et bien ça en fait un de plus. Et quand on a un prénom comme ça dans une famille, on est sûr qu'ils sont tous parents, hein. Donc construit au début du Xe siècle, à peu près à la même époque, par le comte de Rennell, pendant l'anarchie qui prépare la chute de l'Empire carolingien, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, c'est-à-dire quand les comtes de province rendent leurs charges héréditaires et s'emparent chacun du territoire qu'ils gouvernaient. J'ai travaillé il y a 2 ans sur les origines de Joinville, c'est exactement le même schéma. C'est un comte local qui s'accapare un territoire, il va créer son château et donc créer cette ville de Joinville autour. Rennell, la Fauche, Murau, même combat, même famille, c'est juste une question de génération, hein. Le premier seigneur connu à la Fauche, c'est Hugues Ier, au milieu du XIIe siècle, c'est plus tardif. Puis Hugues II, puis Hugues III, vous voyez encore un prénom de famille.
Hugues III, il appelait le Noir, on ne sait pas pourquoi, il sortait peut-être que la nuit. Marie-Béatrice de Bourlémont, donc on a la fin du XIIe siècle quand même. Mais qu'est-ce qu'il y avait avant le premier château en pierre? La photo suivante. Alors ça, c'est l'autre éperon de Murau qui est quasiment aussi haut. Alors il est très intéressant, de Murau, de La Fauche. Et il est très intéressant parce que quand on monte sur le sommet, on s'aperçoit qu'il y a le début du château, de la tour, qui est un solin en pierre. Donc pour éviter les incendies, pour éviter de se faire incendier, on crée un solin en pierre et la structure en bois était juste au-dessus. Ici, on a encore la structure en pierre sur la motte. C'est assez impressionnant. Hein. La photo suivante, oui. Voilà, alors ces mottes en bois qui ont été transformées en pierre ont été transformées en donjons. On en a plein la Haute-Marne. En fait, les gens croyaient en tout cas que ces tours qui sont isolées dans la campagne, enfin, c'est la dernière qui reste debout en élévation. Et ça, c'est près de Longeau, c'est pareil, c'est au village d'Izôme. Ils pensaient qu'il y en avait 4 qui faisaient le tour du château fort. Dans le château fort, c'est une image scolaire qu'on a. Hein. 4 tours, des courtines, donc des murs. Eh bien, en fait, pas du tout. Cette tour, elle est toute seule. Elle est toute seule parce qu'elle est héritière de ce système de défense. Mais au lieu d'être sur une motte, on la trouve en plaine, souvent à côté d'une rivière. Au lieu d'être défendue par une hauteur, elle est défendue par un courant d'eau qui faisait le tour de la tour. Et ça, c'est quelque chose qui est très peu connu des historiens locaux. En tout cas, à Haute-Marne, c'est très peu connu. Et c'est une évolution, c'est presque l'évolution définitive, puisqu'on la retrouve jusqu'au XVe, voire au XVIe siècle, la tour, encore occupée par des seigneurs locaux, et très très bien défensif, sans qu'on ait besoin d'ériger une motte en dessous. Voilà, je ne sais pas si je suis bien clair. En tout cas, cette histoire de... J'espère que je vous ai bien fait comprendre que l'éperon barré et les châteaux à motte, ce n'est pas du tout la même époque. Même si des châteaux à motte peuvent se trouver sur des éperons, c'est deux choses très différentes. Et l'évolution de ces châteaux à motte, c'est la tour féodale, c'est la tour seigneuriale, en pierre, parfaitement défensive, qui peut... Alors, au Hénarcher, par exemple, ici, hein, mais ça a pu durer jusqu'à l'invention des armes à feu, c'est-à-dire des Leclerc, des petits canons, c'est encore défensif avec ça. Passé le XVIe siècle, c'est plus du tout défensif, hein, évidemment. Qu'un gros canon, la tour, en un quart d'heure, elle est par terre. Donc le système féodal se fane à partir de la fin du XVIe siècle, à une époque où il n'y a plus beaucoup de conflits, puisque la guerre de 100 ans vient de s'éteindre. Et ces fameux châteaux vont devenir, grâce à des gens comme Olivier de Serres, vont devenir des maisons seigneuriales adaptées à la vie des gens, c'est-à-dire non plus défensives, mais deviennent des châteaux à la campagne, donc des demeures d'agrément. Voilà, diapo suivante.